Le tête de Platon, suite. Socrate. Alors veux-tu que nous disions que tu as des opinions vraies pour toi-même et fausses pour ces myriades? Théodore. Il semble bien que ce soit une conséquence inéluctable de la doctrine. Et à l'égard de Protagoras lui-même, suppose qu'il n'ait pas cru lui-même que l'homme est la mesure de toute chose et que le grand nombre ne le croit pas non plus, comme en effet il ne le croit pas. Ne serait-ce pas alors une nécessité que la vérité telle qu'il l'a définie n'existât pour personne, si au contraire il l'a cru lui-même et que la foule se refuse à le croire avec lui, autant le nombre de ceux qui ne le croient pas dépasse le nombre de ceux qui le croient, autant il y a de raisons que son principe soit plutôt faux que vrai. C'est incontestable, si l'existence ou la non-existence de la vérité dépend de l'opinion de chacun. Il en résulte en outre quelque chose de tout à fait plaisant, c'est que Protagoras reconnaît que lorsque ses contradicteurs jugent de sa propre opinion et croient qu'il est dans l'erreur, leur opinion est vraie, puisqu'il reconnaît qu'on ne peut avoir que des opinions vraies. Effectivement. Il avoue donc que son opinion est fausse s'il reconnaît pour vraie l'opinion de ceux qui le croient dans l'erreur. Nécessairement. Mais les autres ne conviennent pas qu'eux-mêmes sont dans l'erreur? Certainement non. Lui, par contre, avoue que cette opinion aussi est vraie si l'on s'en rapporte à ses écrits. Évidemment. La vérité de Protagoras sera donc révoquée en doute par tout le monde, à commencer par lui, ou plutôt, Protagoras avouera dès lors qu'il reconnaît pour vraie l'opinion de ceux qui le contredisent. Il avouera lui-même, dis-je, que ni un chien ni le premier homme venu n'est la mesure d'aucune chose s'il ne l'a pas étudiée. N'est-ce pas exact? C'est exact. Donc, puisqu'elle est contestée par tout le monde, la vérité de Protagoras n'est vraie pour personne, ni pour tout autre que lui, ni pour lui. Nous mettons trop d'acharnement, Socrate, à traquer mon ami. Je ne vois pas, ami, que nous dépassions la juste mesure. Il y a naturellement apparence qu'étant plus âgé, il soit plus sage que nous, et si à ce moment il sortait de terre jusqu'au cou, il est probable qu'il me reprocherait d'avoir dit plus d'une sottise et à toi de les approuver. Après quoi, il rentrerait sous terre et disparaîtrait précipitamment. Mais nous, je pense, nous sommes bien forcés de faire ce que notre nature nous commande et de dire toujours ce qui nous paraît vrai. Et maintenant encore, ne devons-nous pas affirmer que tout le monde indistinctement est d'accord sur ce point, qu'il y a des gens plus sages que d'autres et qu'il y en a de plus ignorants? C'est en tout cas mon avis. Ne dirions-nous pas aussi que la doctrine de Protagoras trouve son point d'appui le plus ferme dans ce que nous avons indiqué pour le défendre, à savoir que la plupart des choses, chaleur, sécheresse, douceur et autres qualités du même genre, sont pour chacun ce qu'elles lui paraissent. Mais si Protagoras admet qu'en certains cas un homme l'emporte sur un autre en matière de santé et de maladie, ne consentira-t-il pas à admettre qu'il n'est pas à la portée de la première femmelette venue, d'un gamin, d'une bête, de se guérir eux-mêmes par la connaissance de ce qui leur est salutaire, mais que, s'il est des cas où un homme est supérieur à un autre, c'est bien dans celui-ci? Pour ma part, je suis de ton avis, Socrate. En politique aussi, ce qui est beau ou laid, juste ou injuste, pie ou impie, est véritablement pour chaque cité tel qu'elle le juge et le déclare légal pour elle, et en ces matières il n'y a pas de différence de sagesse de particulier à particulier, de cité à cité. Mais s'il s'agit de faire des lois avantageuses ou désavantageuses pour la cité, Protagoras reconnaîtra encore qu'ici, plus qu'ailleurs, un conseiller est, à l'égard de la vérité, supérieur à un conseiller, et l'opinion d'une cité supérieure à celle d'une autre cité, et il n'oserait guère prétendre que les lois qu'un État se donne, croyant qu'elles lui seront utiles, le seront en effet infailliblement. Mais à propos des premières choses dont j'ai parlé, c'est-à-dire à propos de ce qui est juste ou injuste, pie ou impie, certains affirment hardiment que rien de tout cela n'a par nature d'existence propre,
et que l'opinion que la communauté s'en forme devient vraie à ce moment même et reste vraie aussi longtemps qu'elle dure. Et tous ceux qui n'adoptent qu'en partie la thèse de Protagoras raisonnent à peu près ainsi. Mais je m'aperçois, Théodore, qu'un argument en amène un autre, et qu'après un plus petit, un plus grand nous réclame. Eh bien, ne sommes-nous pas de loisirs, Socrate ? Certainement si. Et j'ai souvent fait réflexion, mon divin Théodore, et en particulier en ce moment, combien il est naturel que ceux qui ont passé beaucoup de temps dans l'étude de la philosophie paraissent de ridicules orateurs lorsqu'ils se présentent devant les tribunaux. Que veux-tu donc dire ? Il semble bien que ceux qui ont dès leur jeunesse roulé dans les tribunaux et les assemblées du même genre, comparés à ceux qui ont été nourris dans la philosophie et dans les études de cette nature, sont comme des esclaves en face d'hommes libres. Et par quelle raison ? Par la raison que, comme tu le disais à l'instant, les uns ont toujours du loisir et conversent ensemble en paix tout à leur aise. Ils font comme nous, qui venons de passer pour la 3e fois d'un propos à un autre, lorsque le propos qui survient leur plaît, comme à nous, plus que celui qui était sur le tapis. Que la discussion soit longue ou brève, que leur importe, pourvu qu'ils atteignent le vrai. Les autres, au contraire, n'ont jamais de temps à perdre quand ils parlent. Pressés par l'eau qui coule, ils ne peuvent parler de ce qu'ils voudraient. La partie adverse est là qui les contraint avec l'acte d'accusation appelé entomosie, qu'on lit devant eux, au terme duquel ils doivent renfermer leur discours. Ces discours roulent toujours sur un compagnon d'esclavage et s'adressent à un maître qui siège ayant en main quelques plaintes, et les débats ne sont jamais sans conséquence, mais toujours l'intérêt personnel, souvent même la vie des orateurs, est l'enjeu de la course. Il résulte de tout cela qu'ils deviennent tendus et âpres, savant à flatter le maître en parole et à lui complaire par leurs actions. Mais leurs âmes s'étiolent et gauchissent, car la servitude où ils sont astreints leur a ôté la croissance, la droiture et la liberté, en les forçant à des pratiques tortueuses et en les exposant, lorsqu'ils étaient encore dans la tendre jeunesse, à de graves dangers et à de grandes craintes. Ne pouvant les supporter en prenant le parti de la justice et de la vérité, ils se tournent aussitôt vers le mensonge. Ils répondent à l'injustice par l'injustice, ils se courbent et se fléchissent en 1000 manières, en sorte qu'ils passent de l'adolescence à l'âge d'homme avec un esprit entièrement corrompu, en s'imaginant qu'ils sont devenus habiles et sages. Et voilà, Théodore, ce que sont les orateurs. Quant à ceux qui font partie de notre cœur, veux-tu que je te les dépeigne ou que, sans nous y arrêter, nous retournions à notre sujet pour ne pas trop abuser de cette liberté et de ce changement de propos dont nous parlions tout à l'heure ? Pas du tout, Socrate, dépeins-les au contraire, comme tu l'as fort bien dit. Nous ne sommes pas, nous qui appartenons à ce cœur, aux ordres de l'argumentation. C'est au contraire l'argumentation qui est à nos ordres, et chacun de nos arguments attend, pour être mené à son terme, notre bon plaisir. Car nous n'avons ni juge ni spectateur, comme en ont les poètes, qui nous président, nous censurent et nous commandent.